Il a fallu l'année Diderot 2013 pour que nous nous rencontrions. J'étais assis dans le fond d'un café, en train de terminer l'un des derniers articles que j'aurais écrits sur Diderot. Il m'aborde, elle et lui. Jeune philosophe, sympathique, hautement diplômé, thésard, l'un sur la notion d'espace logique de vérité depuis Lambert jusqu'à Badiou, et l'autre sur la justice de Rawls à Aristote, titre provisoire m'assure-t-il. Il m'aborde avec franchise. « Ah, vous voilà, monsieur le commentateur de philosophe. À quoi êtes-vous occupé en ce moment ?»« Je suis en train de terminer un article pour la revue La Pensée, que j'écris à la demande de bons amis. Je me suis dit que quelque chose sur le langage de la philosophie selon Rousseau serait intéressant. » Selon Diderot. Vous corrigerez vous-même. À la fin, qu'est-ce que vous lui trouvez à votre Diderot? Vous êtes philosophe, enfin professeur de philosophie, et il est connu que Diderot n'est pas un philosophe. Vous me faites de la peine. Car avec d'autres philosophes, dont certains sont jeunes et talentueux, j'ai pas mal écrit pour rectifier cette affirmation. L'ambition de faire entrer Diderot dans le canon de la philosophie semble, après ce que vous venez de dire, désespérée. La bataille est perdue. Je ne suis pas la seule à penser que Diderot n'est pas un philosophe. Écrivain brillant, touche à touche prolixe, il faut bien qu'il ait laissé échapper de temps en temps de belles formules et des idées originales. Mais une pensée philosophique, non. D'ailleurs, un philosophe qui a par ailleurs beaucoup écrit sur Diderot n'a-t-il pas intitulé un article écrit au soir de sa carrière « Diderot, philosophe, point d'interrogation ». Le point d'interrogation en dit long. Je reconnais que c'est troublant, en effet. Mais il se peut qu'Yvon Benaval se soit trompé, qu'il n'ait pas trouvé ce qu'il cherchait parce qu'il s'y est mal pris. Ou que, tout simplement, il avait une conception de ce que doit être une philosophie trop étroite, exclusiviste. C'est une discussion un peu vaine que d'essayer de mesurer l'écart entre une pensée et une œuvre qui se voudrait philosophique et un archétype de la philosophie. Vous devinez la critique qu'on peut adresser à cette façon de procéder. Oui, laissons tomber ce point. Pas si vite, s'il vous plaît. Je suggère que Diderot avait inventé une manière originale de philosopher, avec d'autres instruments que les philosophes sur lesquels nous n'avons aucun doute. Il serait compréhensible qu'il perturbât les façons habituelles, scolairement marquées de reconnaître qu'on a affaire à un philosophe quand on le lit. On vient récemment de nous refaire le coup. On a inventé la catégorie d'anti-philosophie pour ne pas avoir à ouvrir et étendre l'idée qu'on se fait de la philosophie et pour se cramponner à une idée transhistorique de la philosophie. Vous pensez à Alain Badiou et ses anti-philosophes comme Nietzsche, Wittgenstein, oui, etc. Oui, mais peu importe Badiou ici. Du reste, je n'ai jamais eu le projet de me battre sur le sens du mot philosophie, pas plus que celui d'art d'ailleurs. Ma lecture, ma fréquentation et mon goût pour Diderot ont comme centre la certitude qu'il est un philosophe pas comme les autres, extraordinairement inventif et émancipateur. Dites-nous ce que vous lui trouvez de philosophe, de philosophique. Que de grands mots, inventif, émancipateur. Il rit. J'ai envie de vous répondre que la charge de la preuve, de l'accusation vous revient. Dites-moi plutôt, pourquoi il n'est pas un philosophe selon vous? J'accepte de commencer ainsi. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que s'il y a une pensée, appelons-la philosophique pour vous faire plaisir, chez Diderot, il n'y a pas d'œuvre philosophique de Diderot. Imaginez qu'un étudiant vous demande de lui conseiller un livre qui l'instruise sur la philosophie de Descartes. Vous le vindiqueriez les Meditationes des Primae Philosophiae ou les principes de la philosophie. Même chose pour tous ceux qui sont tenus pour des philosophes. À propos de Diderot, que lui conseilleriez-vous? Et si ce même étudiant vous demande de lui conseiller un livre de Nietzsche, sur la philosophie de Nietzsche, vous seriez aussi embarrassé que je le suis pour répondre à cette demande. Mais vous ne vous précipiteriez pas pour en conclure que Nietzsche n'est pas philosophe, qu'il n'a pas d'œuvre, sauf évidemment si vous êtes d'accord avec Badiou. Je dirais à cet étudiant, vous avez plusieurs entrées dans la pensée philosophique de Diderot. Il faut les emprunter toutes, dans l'ordre que vous voulez.
Voulez-vous commencer par la théorie de la connaissance? Lisez la lettre sur les aveugles. Préférez-vous la polémique anti-religieuse? Voyez les pensées philosophiques. Mais également une multitude de pensées sur les passions, la morale, le scepticisme et ce qui m'intéresse obsessionnellement, le matérialisme. Les pensées sur l'interprétation de la nature sont pour vous, si vous aimez les questions d'épistémologie, les rapports entre la philosophie et les sciences expérimentales, les hypothèses et les méthodes de contrôle. Si vous voulez lire un dialogue qui expose le genre de matérialisme qu'il défend, alors il faut lire Le rêve d'Alembert. Alors il faut tout lire. Il est vrai que si on aime quelque chose, abondance de biens ne nuit point. Mais au moins assurez-nous que dans chacun de ces livres, Diderot expose une idée sur les objets que vous venez de signaler. La connaissance, la science, la religion, le matérialisme. Excusez-moi, avant de vous laisser répondre, je me rappelle avoir entendu un collègue à vous, lors d'une soutenance d'une thèse sur Diderot et Helvétius, dire qu'avec Diderot, on ne commence jamais, qu'on n'en a jamais fini, qu'on ne sait jamais de quoi il est question, et qu'en définitive, on ne sait jamais ce qu'il pense. N'est-ce pas une critique dévastatrice de Diderot? Je me souviens très bien de la thèse, remarquable. En passant, j'attends la publication. Et de la scène, j'y étais, et je me suis retenu de bondir, parce que j'étais totalement d'accord avec cette collègue. Mais je n'en tirais pas du tout les mêmes conclusions. Voulez-vous savoir? Vous voulez savoir où est l'originalité de Diderot en philosophie? La voici excellemment décrite par quelqu'un qui croit en faire la satire. Deleuze parle quelque part de la nécessité en philosophie de commencer par le milieu, de prendre les choses par leur milieu. Et c'est moi qui continue d'abandonner cette obsession dissertative de l'introduction, du développement et de la conclusion. Vous voulez dire que Diderot s'est affranchi des carcans de la rhétorique scolaire. Mais cela ne fait pas encore une philosophie. Il faut une ou plusieurs méthodes de découverte et d'exposition de la pensée, des thèses sur des sujets bien identifiés, des concepts théoriques et pas seulement des notions descriptives. Félicitations. Vous avez bien retenu votre Althusser. Ne vous moquez pas. Nous essayons de vous aider à dire en quoi Diderot est philosophe pas comme les autres, mais philosophe quand même. Permettez-moi, je vous propose un détour qui nous aidera peut-être. Je viens de penser à ceci. On dit le siècle des Lumières, le siècle des philosophes avec un P majuscule. Ces appellations sont devenues tellement banales que nous croyons savoir ce que cela signifiait, alors qu'aujourd'hui, cela nous paraît étrange. C'est vrai. Mieux, ou pire encore. J'ai lu il y a quelque temps le seul vrai, on y revient, le seul vrai philosophe du XVIIIe siècle. J'ai lu que c'est Rousseau, et que les autres, Voltaire, Diderot, ne sont au mieux que des intellectuels. Quant à Montesquieu, c'est un juriste qui se pique de philosophie. Quelle ignorance! Condillac, d'Alembert, Maupertuis ignorés. Et ne parlons pas de mes chers Helvétius, d'Holbach, la Métrie. Ils se regardent en levant les yeux au ciel. Entre parenthèses. Alors, que veut dire être philosophe? Que veut dire philosophie à l'époque de Diderot? Je peux vous lire quelques pages que j'avais écrites sur cette question pour mon article de la pensée et que j'ai supprimé. Elle dépassait à longueur raisonnable d'un article de la revue. Il est vrai que cette question me paraît capitale. Elle est liée à une autre, dont nous avions jadis fait un thème de recherche avec des amis, celle de la conscience que les Lumières avaient d'elles-mêmes. Il faudrait du reste dire les consciences. J'ai seulement peur de vous ennuyer en lisant un texte écrit pour être lu et non écouté. Nous vous promettons de ne pas montrer notre ennui. Alors voici le texte. Que les Lumières soient le siècle des philosophes, c'est du moins ainsi que les plus grands ont compris leur actualité culturelle. Avant Kant, les philosophes ont posé la question de la nouveauté de l'époque à laquelle ils appartenaient, leur actualité, l'ontologie de leur présent, pour parler comme Foucault, et se sont interrogés sur les formes et les moyens de leur insertion en elle, afin de contribuer à réaliser ces traits essentiels. Spécifiquement, les Lumières, telles que réfléchies chez d'Alembert et Diderot, se caractérisent par un double mouvement d'extension de la raison à l'ensemble des objets de la connaissance et de limitation du domaine où elle peut s'exercer utilement. A priori, il n'y a pas d'objet auquel la raison ne puisse s'appliquer. En formulant des principes sur la base d'observation,
visant une compréhension assurée et communicable du monde. Limitation de l'extension de la raison. Certes, la censure limite, avec ses moyens que l'on cherche à contourner, l'extension de la raison à certains sujets, la religion et l'État. Imposez-moi le silence sur la religion et le gouvernement, et je n'aurai plus rien à dire, déclare à Cléobule le narrateur de la promenade du sceptique où les allait. Mais comme on sait, les philosophes s'ingénieront, en général avec succès, à contourner ces obstacles, dussent-ils en coûter des accrocs à la clarté de la pensée. Au philosophe spiritualiste hollandais, M. Ruysch, dont il annote la lettre sur l'homme et les rapports, Diderot écrit « Vous êtes encore un exemple, entre beaucoup d'autres, dont l'intolérance a contraint la véracité et habillé la philosophie d'un habit d'arlequin, en sorte que la postérité, frappée de leurs contradictions dont elle ignorera la cause, ne sera que prononcée sur leurs véritables sentiments. Moi, je me suis sauvé par le ton ironique le plus délié que j'ai pu trouver, les généralités, le laconisme et l'obscurité. Mais la raison s'impose d'elle-même d'autres limites, faisant jouer avant Kant sa fonction critique, et dans ce cadre, la métaphysique classique subit une critique qui mène à son rejet et une redéfinition de sa fonction. Contrairement à une idée reçue, les Lumières ne renoncent pas à la métaphysique, mais elles distinguent entre la connaissance prétendue des réalités immatérielles suprêmes, Dieu, l'âme, la liberté, et la science des principes de toute connaissance, fondée dans l'exercice de nos facultés. En rejetant la métaphysique périmée du siècle précédent, on renonce à percer tous les mystères, la nature, l'essence des êtres, les causes les plus cachées, comme dit Condillac. À l'opposé de cette mauvaise métaphysique, d'Alembert défend une bonne métaphysique, modeste et sûre, je cite, « La métaphysique, selon le point de vue sous lequel on l'envisage, est la plus satisfaisante et la plus futile de toutes les connaissances humaines. La plus satisfaisante quand elle ne considère que les objets qui sont à sa portée, quand elle les analyse avec netteté et avec précision, et qu'elle ne s'élève point dans cette analyse au-delà de ce qu'elle connaît clairement de ces mêmes objets. La plus futile, lorsqu'orgueilleuse et ténébreuse tout à la fois, elle s'enfonce dans une région refusée à tous ses regards, qu'elle disserte sur les attributs de Dieu, sur la nature de l'âme, sur la liberté. » Fin de citation. Diderot partage avec son collaborateur de l'encyclopédie, ainsi que les autres philosophes, l'idée que la raison doit renoncer à s'étendre au-delà de ce point où les principes dégagés par l'analyse ne permettent plus de connaître les objets. Il incite à veiller à ce que les abstractions nécessaires au processus de la connaissance ne soient pas réalisées. Pour cela, conseille Diderot, la pensée doit toujours faire le chemin inverse de la production des idées, des sens aux idées, des idées à l'expérience dont elles proviennent. Je cite, « Toute idée doit se résoudre en dernière décomposition et en une représentation sensible. Et puisque tout ce qui est dans notre entendement est venu par la voie de la sensation, tout ce qui sort de notre entendement est chimérique, ou doit, en retournant par le même chemin, trouver hors de notre esprit un objet sensible pour s'y rattacher. » Fin de citation. La raison des Lumières se met sous la condition d'un empirisme nominaliste, qui, aiguillonné par un esprit de recherche doutant, s'arrête devant ce qui ne peut donner lieu à des propositions exprimées dans un langage clair et décomposable, vérifiable, et si possible, relevant du calcul. Enfin, l'étendue infinie de la connaissance humaine, sa fragmentation et la faiblesse de ses instruments, conduit à s'imposer une mesure que Diderot, par exemple, demande au critère de l'utile. Extension de la raison. L'application détaillée du système des connaissances humaines, qui suit le prospectus de l'encyclopédie, organise les connaissances selon qu'elles relèvent de la mémoire, et ce sera l'histoire, la raison, et nous avons la philosophie et l'imagination, d'où la poésie. Je cite. La philosophie, ou la portion de connaissances humaines qu'il faut rapporter à la raison, est très étendue.
il n'est presque aucun objet aperçu par les sens dont la réflexion n'ait fait une science. » Fin de citation. Les objets auxquels se rapportent toutes les sciences sont Dieu, l'homme et la nature. Diderot peut donc présenter la distribution générale de la philosophie ou de la science, car ces mots sont synonymes, en disant « la philosophie ou la science sera science de Dieu, science de l'homme et science de la nature ». Si dans l'exposition de l'ordre encyclopédique des connaissances, l'histoire et la poésie se distinguent de la philosophie, en réalité, c'est celle-ci qui domine, puisque ce partage se fait selon les principes que seule la philosophie pose et développe. D'autre part, la philosophie s'étend aux connaissances historiques et aux créations poétiques, quand elle réfléchit sur l'utilité de l'histoire, sur la façon d'établir les faits, sur la composition des livres d'histoire, les formes de l'imagination, sur le goût, sur les sentiments. Cette extension du domaine où s'exerce la raison se réfléchit dans l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dont le but est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Selon Diderot, dans l'article Encyclopédie du tome 5 de novembre 1755, et ce projet, ne pouvant être conçu et réalisé que dans un siècle philosophique, aujourd'hui que la philosophie s'avance à grands pas, qu'elle soumet à son empire tous les objets de son ressort, que son ton est dominant et qu'on commence à secouer le joug de l'autorité et de l'exemple pour s'en tenir aux lois de la raison. Fin de citation. Dans son activité intellectuelle, Diderot s'inscrit évidemment pleinement dans ce mouvement de la philosophie qui a l'ambition de charger la pensée et de changer la pensée et de révolutionner l'esprit des hommes et le caractère national. À l'époque où Diderot est actif, la philosophie se trouve dans une situation curieuse, à la fois omniprésente, comme on vient de le voir, et encore et toujours identifiée à un genre de connaissances particulier, spécialisé, portant sur des objets qui lui sont spécifiques. On a vu que la tradition dominante de la philosophie dans son histoire a consisté à se donner comme métaphysique, quelles qu'en soient les transformations et reformulations. Cette tradition entre en crise au XVIIIe siècle, sous l'effet de plusieurs facteurs qu'il n'est pas question de hiérarchiser ici. En exploitant les travaux d'historiens des idées, on peut dire que la philosophie anglaise de la libre pensée, Locke, Newton, un spinozisme diffus donnant forme à ce qu'on a appelé les lumières radicales, la circulation d'une littérature clandestine depuis la fin du siècle précédent, d'esprits déistes, matérialistes, voire athées, recueillant la pensée de Gassendi, l'héritage de Fontenelle, de Bayle, et tout cela contribue à rejeter la métaphysique des grands systèmes du XVIIe siècle. Les luttes entre jansénistes, jésuites, où interfèrent les institutions politiques comme le Parlement de Paris et la Cour, et religieuses comme la Sorbonne, ont facilité l'interrogation critique de la religion et des dogmes du christianisme catholique. Les mœurs, les lois, les institutions administratives et politiques tombent également sous le regard et le jugement de l'opinion publique. La philosophie joue le sérieux et l'efficacité de son dessein sur ce terrain, découvrant progressivement les ambiguïtés et les dangers de celle-ci, de l'opinion, jusqu'au jugement amer de Diderot, dans son dernier grand écrit, l'essai sur le règne de Claude et de Néron. Voilà ce que je voulais écrire pour la pensée. Merci pour ces explications. Il y aurait beaucoup à dire, ajouter, rectifier, mais je commence à mieux voir le domaine de la philosophie. Seriez-vous d'accord pour dire quel est le nom de l'application de la raison, aussi bien aux principes de la pensée qu'aux éléments des sciences, aussi bien aux démarches des sciences expérimentales qu'aux principes de la société, de l'économie, de la démographie et aux principes politiques, sans oublier les beaux-arts, les belles-lettres, les arts, etc. Apparemment, il y a place pour plusieurs façons d'appliquer la dite raison. Vous me comprenez à merveille. C'est dans cette direction qu'il faudrait travailler. Quant à Diderot... J'allais vous le demander. S'il est partout, comme philosophe en ce sens, quelle est sa façon de travailler? Quelle question l'intéresse? Ciel! Je reçois un message sur mon smartphone
qui nous rappelle que notre séminaire de méthodologie de la recherche a été avancé aujourd'hui. Nous allons devoir interrompre cette conversation, malheureusement. Je vais vous demander alors quelque chose qui va vous irriter. Vous pourriez peut-être résumer l'article que vous êtes en train d'écrire en une dizaine de lignes. Ne nous laissez pas partir sans avoir un aperçu de votre intérêt pour Diderot philosophe. Cela tombe bien. J'ai rédigé un résumé parce qu'on me l'a demandé. Je vous le livre tel quel. L'audace et l'imprudence philosophique de Diderot a consisté à transgresser l'interdit de se livrer à la métaphysique spéculative, outrepassant les limites de l'expérience sensible. Avec discrétion et ambiguïté dans les pensées philosophiques et la lettre des aveugles, de façon oblique dans les pensées sur l'interprétation de la nature, spectaculairement dans le rêve d'Alembert, à diffusion très restreinte. Et ailleurs encore, il expose sa version du matérialisme des Lumières. La sensibilité de la matière et ses conséquences pour la compréhension du monde naturel et de l'homme. L'article analyse les moyens de la spéculation diderocienne en développant l'hypothèse suivante, suggérée par les déclarations de Diderot. La métaphysique est comme la poésie. Elle est créatrice d'idées-fictions. Une des conséquences de cette position est de donner au jugement de goût en philosophie une dignité égale, sinon supérieure, au jugement logique de vérité. Super. Super, merci. Merci. Vous nous avez donné l'envie de lire votre papier. J'espère que nous en parlerons et que vous aimerez lire Diderot, le plaisir et le commencement de l'intelligence. Voici donc le texte tout à fait aimable et spirituel que nous a adressé Jean-Claude Bourdin et que nous avons lu pour le mieux.